Hello, hello and welcome to the channel. Today we are at Éclair TV comme d'habitude. Merci d'être là. On est en tête à tête aujourd'hui, ça nous arrive pas beaucoup. On l'a fait un peu avec d'autres artistes, avec Ernest Broller notamment, avec Rudy Marc Rocklor et Joël Ferly, je crois. Aujourd'hui, on reçoit un artiste qu'on connaît peu, en tout cas que j'ai découvert quand il a participé à la Pool Art Fair. Il dit lui-même qu'il avait fait quelques expositions un petit peu intimistes depuis, mais qui a un parcours très profond, très intéressant et qui expose bientôt. Donc on va voir un petit peu tout ça et puis on va le découvrir. Je vais le découvrir avec vous et je voudrais te remercier d'être là. Bonjour Franck Juminaire. Bonjour Thierry, bonjour les téléspectateurs. Comment tu vas? Ça va très bien, I'm great. I'm great. Yes. Et alors tu parles français? Oui, je parle français. Créole? Créole, anglais. Anglais. Un peu d'espagnol et un peu d'allemand. C'est ta troisième fois avec nous? Oui, c'est la troisième fois, oui. La première fois tu avais un masque à oxygène, comment on dit ça? Oui, c'est un masque militaire en fait, hein, anti-gaz quoi. Ce masque que tu pourrais mettre pour aller manifester contre les forces de l'ordre? Oui, c'est Est-ce que c'était ça le message? Non, c'était pas ça le message. Le masque message anti-lacrymogène? Non, en fait, dans ce cadre-là, j'étais avec pratiquement que des peintres figuratifs, en fait, et je suis pas du tout figuratif. Donc je m'étais masqué pour me protéger, quoi. C'était une protection. Tout à fait. L'idée, c'était ça. Tu voulais pas être contaminé par la figuration? En fait, je suis tellement contaminé par la figuration. Par rapport à la formation, c'est-à-dire on est formé. Tu parles dans ton travail, hein, dans ta peinture. Oui, c'est-à-dire quand on apprend, quand on est formé, on a un cursus académique, on est formé dans la figuration, c'est-à-dire on met devant toi des modèles que tu dessines. Voilà. Et tu apprends les perspectives, tu apprends toute la géométrie pour gérer l'espace d'un tableau. Voilà. Donc, cette addiction à la figuration demeure. C'est comme une drogue en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à s'en débarrasser. Oui, parce que tu pêches un peu de ce point de vue sur un de tes tableaux que j'ai reconnu. Je ne sais pas si on le voit, mais il me rappelle aussi certaines de mes têtes qui rient. Je ne sais pas si en région, là c'est un tableau où on voit des dents et puis c'est un peu une tête de mort. Est-ce que c'est ça? Je te le montre ici. Oui, c'est exactement ça. Et je trouve que c'est pas machin, mais je trouve que ça ressemble un peu à mes grandes têtes qui rient parce que on a les dents qui sont assez proéminentes et aussi les yeux bleus. Et là, tu te caches avec. La dernière fois, tu essaies de te mettre à distance, de te protéger des artistes figuratifs, et puis voilà, tu tombes dans le panneau. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que en fait, ça c'est un prétexte en fait. Hein. C'est un prétexte, cette figuration-là. Je dirais plutôt c'est de l'abstraction poétique, c'est-à-dire les Anglais utilisent le terme abstraction figurative. Hein, enfin, c'est traduit littéralement abstraction figurative, mais il faut pas s'attacher aux formes. Les formes, c'est juste un prétexte pour dire des choses. Mais en parlant de forme, parce que le prétexte, mais tu as des formes qui reviennent. Je ne sais pas si on a un tableau où elle est particulièrement présente. C'est une forme un peu rose, oui. Celle-ci, mais qu'on retrouve, voilà, c'est là. Et cette même forme, on la retrouve, mais de façon plus discrète, sur une toile un peu plus abstraite, comme la toile, comme cette toile ici. Oui. Ou alors étrangement, on peut dire que tu lis abstraction et pas vraiment figuration, mais est-ce qu'on peut dire formation? Parce que dans cette œuvre très abstraite qui rappelle un peu les de Kooning par exemple, et en même temps à l'intérieur se devine une sorte de forme qui, elle, bien qu'étant abstraite, est bien quand même définie. Oui, c'est-à-dire c'est une forme que j'ai inventée en fait, celle-là, c'est une forme que j'ai inventée pour symboliser la main. Parce qu'on voit qu'il y a cinq protubérances en fait qui sortent d'une forme. Donc c'est la main. Pour symboliser l'impact de l'humain
sur son environnement. Non seulement son environnement sur la nature, au sens nature, mais sur l'humain aussi, sur le social, tout ce que tu veux. C'est-à-dire l'homme imprègne, partout où il passe, il met sa patte, sa griffe. C'est-à-dire il met son empreinte sur l'environnement, sur les individus aussi. Et cette autre forme qui ressemble à une croix avec une... Tu sais, avec une flèche. Ouais, ça, c'est celle qui m'avait marqué avec... voilà, là, ici, celle-là, c'est un assez grand format. C'est à peu près 2 mètres de haut, que tu avais présenté notamment à Poulard Fair. Oui. Et qu'on retrouve dans des œuvres abstraites. Est-ce que cette œuvre ici, cette œuvre orange avec la même forme qu'on retrouve sur la gauche, est-ce que c'est la même période ou est-ce que... comment tu fais ça? En fait, ce signe de l'éclair, je crois, elle a commencé dans mes tableaux à partir de 1998. Donc, et ça, en fait, je l'ai toujours repris, en fait, et je me suis dit, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de trouver une forme qui symbolise totalement un châssis, quoi. Créer un châssis qui symbolise complètement cette flèche. En fait, cette flèche, elle symbolise l'éclair. C'est-à-dire la puissance de l'au-delà qui tombe sur Terre. Oui. On ne sait pas d'où elle vient. Enfin, on sait, les scientifiques, les astrophysiciens. Non, mais pour rester sur le plan poétique. Ouais. Mais pour moi, ça symbolise en fait les forces. La force, une force électromagnétique en fait. La force, la lumière, ça peut être des photons, ça peut être des photons. En fait, ce sont des particules qui caractérisent la lumière. C'est ça. Et donc pour revenir à 98, du coup, tu peins depuis 96, tu m'as dit 90. 1990. Et avant, tu faisais plutôt du dessin. Oui, je faisais que du dessin. Et beaucoup de dessins industriels, en fait. Et avant ça, tu étais à Petit-Bourg? Oui, j'habitais Petit-Bourg jusqu'à, je dirais... 22 ans. 1991. Et après, tu pars. Et tu fais des études d'art ou tu fais quoi? Non, j'ai fait des études de théologie. J'ai fait 9 ans de théologie. Et puis avant, j'ai fait des études de gestion. J'ai fait aussi des études de sciences religieuses à la Sorbonne. Je n'ai pas passé l'examen parce que je me suis marié. Et puis j'ai fait aussi des études dans le domaine du social. J'ai aussi un diplôme de moniteur éducateur. Et comment tout ça rentre dans l'art alors? Comment tu finis par... Parce que tu fais tout ça et tu finis par faire des tableaux abstraits. Explique-nous. En fait, pour moi, l'abstraction, c'est une manière... Enfin, si je traduis littéralement, abstraction, ça veut dire c'est s'abstraire, se retirer de modèle, pour moi, d'une convention. C'est-à-dire, les premiers abstraits, c'était leur façon de se démarquer de la tradition, notamment Kandinsky, Malevich, tous ces gens. Donc ce sont les pionniers en fait de l'abstraction. C'était pour sortir de l'académisme et de la figuration. Créer des formes, des nouvelles valeurs qui puissent immerger, nourrir la créativité artistique en fait. Et est-ce qu'on peut dire que tu es un artiste engagé? Si, je suis un artiste engagé, pas au sens politique. Je suis un artiste en lui-même. Un peu quand même dans le sens politique. Non. Non. La dernière fois, la question que je t'ai posée, c'est de savoir si l'artiste était dangereux. Oui, l'artiste est dangereux. Et donc, c'est une dangereux, il ne tue pas les gens. Je veux dire, il est dangereux sur le plan politique. Pas au sens Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu disais ça? Au sens où c'est un créateur. Oui, mais dangereux pour qui? Pour le pouvoir? Pour qui? Oui, il est dangereux pour la société. Il est dangereux pour la société parce que il veut passer à autre chose.
La société est déjà structurée, à sa structure, ses encadrements. Lui, il dit qu'il y a autre chose de possible. Et dans ce sens, il est dangereux. Et dans ce sens, c'est un engagement. Je n'ai pas besoin d'agiter un drapeau, ni de prendre une carte politique, ni de faire de la propagande pour que je sois un artiste engagé. J'ai un monde de la matière avec qui je travaille avec la couleur, je travaille avec la lumière, je travaille avec les formes, je peux invoquer divers autres domaines d'information qui peuvent irriguer ma peinture. Ça peut être l'anthropologie, ça peut être la poésie, ça peut être la musique. Mais je reste toujours, si je prends la musique par exemple, je reste toujours dans le cadre esthétique et dans le cadre poétique. Et même dans l'astrophysique, il y a beaucoup de poésie. Parce que ça parle de quoi? Ça parle du vivant. Ça parle de la matière, mais les astrophysiciens essaient de percer ce qui est au-delà de la matière quand même. C'est de trouver l'essence des choses. Donc, et pour ça, Einstein a fait beaucoup de poésie. Einstein, c'est un grand poète. On ne s'en rend pas compte. Mais c'est quelqu'un qui s'est mis en scène pour pouvoir comprendre la lumière. Tous ces événements-là, ce sont des événements, je dirais, très poétiques, parce qu'il a, comment je dirais, pratiquement saisi par intuition des phénomènes réels qui se passent. Par intuition, tu vois. Oui, par intuition. Ouais. Des phénomènes réels. Mais donc ton engagement à toi pour aller en dehors, au-delà de la simple volonté de penser un monde différent, qu'est-ce que tu veux dire? Ta prochaine exposition est sur quoi, par exemple? Ma approche, c'est imaginaire. C'est-à-dire exister d'autres imaginaires que des imaginaires qu'on nous a imposés jusqu'à maintenant. C'est-à-dire des imaginaires. Quand tu dis nous, tu veux dire? C'est-à-dire la société. Donc nous, c'est-à-dire nous, c'est qui? C'est la société. Mais qui a imposé alors? Le politique. Quand on dit, par exemple, on a une posture identitaire, d'où elle vient? Elle vient soit de l'entraînement, c'est-à-dire de l'opinion courante, soit elle vient du politique qui utilise l'artiste ou l'art à des fins bien calculées, quoi. Donc moi je suis complètement s'il y a quelque chose qui me différencie parmi les artistes, qu'est-ce qui fait de moi un artiste différent des autres? Je pense que je suis peut-être celui qui va chercher d'autres manières d'être que le chevauchement individuel que nous a imposé le politique, l'économique et le social. Ce sont quand même des dominations, ce sont des forces. Mais ça, tu parles dans ton travail et dans ta vie, tu parles comment? Dans ma vie, c'est-à-dire que dans tes choix de vie. Dans mes choix de vie, j'ai un modèle de vie très proche de la nature. Hein? Je me rappelle quand je suis arrivé ici, j'ai commencé un jardin. C'est la première chose que j'ai faite. J'ai commencé un jardin. Et jusqu'à présent, je fais des jardins créoles pour des gens. J'ai commencé un jardin et je suis resté pendant 6 mois, hein, quand le jardin a commencé à produire, sans aller dans un supermarché, à manger uniquement les produits de la terre. Mais aussi, je produis aucun déchet. Tu essayes? Oui, j'essaie de ne pas produire de déchets. C'est-à-dire, n'allant pas acheter des choses qui sont emballées et en mangeant uniquement ce que je cultive, je ne produis pas de déchets. La seule chose que je vais peut-être user, ça va être du sel. Donc, le sel, il est emballé. Donc, j'aurai un emballage de sel, mais et d'huile
sucre. Mais vraiment les choses basiques, disons. Ouais, voilà. C'est voilà. ça. Parce que je ne peux pas produire de l'huile et du sucre. Et Je suis limité. dans cette période, comment était ta peinture? Je peignais pas à l'époque, je faisais que de la photo. En fait, je parcourais la Guadeloupe un peu partout, quoi, à pied et en bus. J'ai une série qui s'appelle, ça s'appelle en anglais, hein, je l'ai mis, Walking in Color by Bus and by Feet. Voilà, c'est-à-dire reflet dans la couleur en bus et à pied. C'est-à-dire, je prenais des photos à travers la lucarne du bus, ouais, les vitres. Donc ça donne des photos un peu bleutées. Voilà. Et à pied aussi, je prenais, par exemple, j'ai des photos des vieilles abris qui ont disparu, je crois. Des abribus. Des abribus, ouais. Qui ont disparu peut-être en 2015 ou 2016, qui n'existent plus. Mais sur Port-Louis, sur Petit Canal. Des abris en dur à l'époque. Ouais, il y avait des abris en dur, mais il y avait en bois aussi. Voilà. Et où sont ces photos? Ces photos sont là, stockées. Elles attendent une opportunité de faire surface? Oui. Parce qu'en fait, j'ai des peut-être, je dirais, plus de 1000 photos. Voilà. Parce que bon, j'ai fait ça de 2013 jusqu'à 2016, en fait. Pendant 3 ans, j'ai fait que ça, que de la photo. C'est-à-dire de photos de nature, beaucoup de chutes, beaucoup de rivières, beaucoup de photos de rue aussi, d'empreintes à pite, dans les abîmes. J'en ai fait beaucoup à Port-Louis, à Moule. Un peu partout. Un peu partout, voilà. Mais donc ton engagement est une sorte d'engagement de vie et d'artiste. Est-ce que, si tu veux, la réflexion un peu bête, hein, je veux dire, un peu immédiate, aurait pu se dire, tiens, quelqu'un qui a vécu, disons, en autarcie pratiquement, est-ce qu'il pourrait peindre avec de la terre, avec des feuilles? Alors, mais je peins avec de la terre. Un peu, mais pas tellement. Je peins beaucoup avec des... Mais c'est pas une obligation, justement, c'est ce qui m'intéressait, c'est-à-dire qu'en fait, la transition, la transition sur la toile d'une certaine vision du monde, qui est, dans ton cas, en tout cas, pas seulement une vision intellectuelle, mais qui est une vision de vie où toi-même tu fais les choses différemment, elle se transmet finalement par une œuvre qui est pas académique, mais habituelle dans le fait que ce soit de la peinture sur toile, par exemple, avec des couleurs. J'ai beaucoup de dessins faits avec de la sève de plante. Ça peut être soit de la banane, soit ce qu'on appelle ici manger lapin, que je mixte et que je mélange à des additifs pour fixer la couleur, en fait, parce que sinon la couleur peut varier. Elle se fait manger par la lumière. Voilà. Et en fait, à un moment, j'ai essayé de faire une toile justement pure, sans ajouter d'additifs, justement pour donner cette idée de vie, c'est-à-dire que il y a un travail de la matière, un vieillissement de la matière, c'est comme une toile vivante, quoi. C'est-à-dire les couleurs changent. Voilà. Et j'en ai fait toute une série où j'utilise beaucoup de sève de plante, que j'utilise aussi de l'encre de Chine, enfin des encres, quoi. Et en général, les encres, ce sont des encres qui soient tirées des animaux marins, en fait. Hein. Et en 2017, tu décides de recommencer à peindre, c'est ça? Oui, j'ai commencé à peindre en 2016. Tu recommences à peindre? Oui, ou tu n'avais pas du tout peint avant? Non. Donc tu fais du dessin, tu rentres, tu t'occupes du jardin, tu fais de la photo, et en 2016, tu te réveilles et tu as un éclair comme ça que tu représentes, qui dit il faut prendre ton pinceau comme d'autres prennent en fait, bâton de pèlerin. J'ai fait 2 toiles après un séjour de 42 jours dans la forêt.
En fait, c'était la forêt de Basse-Terre. Enfin, je suis parti de Petit-Bourg et je suis arrivé jusqu'à Saint-Claude. Tout seul? Oui, tout seul. Et ouais. tu dormais où? Je dormais dans mon hamac, dans une tente et aussi dans les refuges qui sont là-haut, quoi. Et tu mangeais quoi? Je mangeais des pâtes, c'est ce qu'il y a de plus, des barres céréales. Et puis, comment ça s'appelle encore, les sardines, quoi. Les trucs les plus. Donc en fait, c'est une forêt qui ne nourrit pas son homme alors? Non, quand on rentre dans la forêt en altitude, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien de. Enfin, ça existe, hein, des plantes comestibles, hein, mais il ne faut pas se tromper, surtout en bois de jouvin. Faut pas, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui se ressemblent, et certains ce sont des remèdes, d'autres ce sont des poisons. Et qu'est-ce qui t'a appris de partir comme ça? Tu savais que tu partais tout ça de temps ou qu'est-ce qui s'est passé? Si, je savais que je partais pour longtemps. En fait, j'aurais pu rester plus longtemps. Mais à un certain moment, on arrive quand même à la saturation. On a envie de... Non, mais d'abord, avant, mais tu pars, pourquoi? Je pars pour connaître la nature. Oui, mais parce que on en fait 45 jours. Je veux dire, est-ce que... Il y a eu un ras-le-bol, il y a eu... Non, je suis parti vraiment pas... avec quelqu'un qui t'a dit, bon, non, voilà, est-ce que tu as fait un rêve, on t'a dit que... Non, je suis parti par passion. Par passion et par réalité familiale aussi. Explique-nous. Parce que quand je suis arrivé, je ne suis pas chez moi. C'est-à-dire? Je suis chez mes parents. Tu vois, je ne suis pas chez moi. Tu vois, même le jardin que j'ai fait, je l'ai fait chez mes parents. Donc... le retour... Et la re-rencontre ne s'est pas produite comme tu voulais ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas que ça se produit, c'est pas produit comme je veux, parce que ce sont pas des choses prévisibles en fait. La rencontre entre humains, c'est des choses. La re-rencontre, parce que oui, ce sont les choses les plus compliquées. Hein. Il y a qu'à voir les couples. Donc. Il s'est passé des choses qui devaient se passer, disons, je dirais ça, des choses qui devaient se passer, et mais c'était pas le motif, parce que j'aurais pu aller prendre un appartement ou aller à l'hôtel, je veux dire. Mais j'ai décidé de rentrer dans les bras, parce que avant j'en ai fait plusieurs séjours. Là j'ai fait un séjour de 40, mais j'ai commencé par un séjour de 3. J'ai commencé par un séjour d'une semaine. Et tout ça depuis 2013 quand Ouais. D'accord. Ouais. Par des séjours de 14, des séjours de 15, des séjours de 20. Et puis je me suis dit, bon, on va voir jusqu'où je peux aller. En fait, je suis sorti de la forêt parce que j'avais plus de provisions, en fait. Est-ce que c'est un rejet de la société que tu continues à avoir? Non, c'est pas un rejet de la société. C'est montrer qu'il y a diverses manières de vivre. C'est-à-dire, on croit que, on nous fait croire que la seule manière d'être définie, c'est d'épouser le moule social. Mais non, il y a plusieurs manières d'exister. Et c'est ce que je montre à la fois par ma façon de vivre, mais aussi par ma façon de peindre. C'est-à-dire, je produis un autre discours. Je propose d'autres valeurs que ces valeurs qui nous habillent. Oui. Voilà. Comme rentrer dans la forêt, comme tu dis, dans les bois. Qui t'a rencontré dans les bois? On rentre dans un univers un peu différent, mais on rentre beaucoup de choses. Quelqu'un pourrait dire tu t'es rencontré toi-même, mais à part ça. Il se passe beaucoup de choses dans les bois, en fait. Plus la nuit ou plus la journée? À tout moment. C'est-à-dire, après une semaine dans les bois, on se transforme déjà. C'est-à-dire, tous les sens se transforment. On voit mieux, on entend mieux, on sent mieux. Là, mon premier long séjour dans les bois d'une semaine, quand je regagnais la civilisation, je sentais l'odeur de la ville. Quand j'approchais, en fait, mais on ne s'en rend pas compte comment une ville ça pue. Parce que j'ai l'essence et l'odorat qui s'est tellement développé
parce que j'étais à plus de 1086 mètres dans un refuge au niveau de Petit-Bourg qui s'appelle le refuge du Mont Frébeau ou Morne Intouchable, ça porte deux noms. C'est à cheval entre Vieux Habitants et Petit-Bourg. Donc, quand tu dis un refuge, c'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de... Une maison. Tu as une maison en bois. Donc tu as un toit, je veux dire, tu ne dors pas... Oui. Oui. Mais il y a de l'électricité, non? Non. Il y a uniquement ce que tu as amené, tes lampes frontales, et puis si tu as une bougie ou des briquets pour faire du feu, et d'autres, il y a une manière de faire. Et donc tu reviens à la société? Oui, je reviens à la société. Et tu fais 2 tableaux, 2 toiles, 2 œuvres. Ça, c'était après 42 jours. 2 peintures. Ouais. C'est 2 peintures que je fais par rapport au soleil. C'est-à-dire, j'ai fait une sorte de... Comment on appelle ça? Les couleurs de... On appelle ça... Ça a un nom. En fait, ça a un nom, c'est-à-dire que le ciel revêt une couleur spéciale et le soleil aussi, quoi. Et ça te fait quelque chose d'incroyable, quoi. Les photographes, ils cherchent, en général, cherchent ce genre de phénomène. Et je l'ai prise en photo, bien sûr, mais je ne l'ai pas reproduit de façon figurative. Je l'ai reproduit de façon sensationnelle, c'est-à-dire ce que j'ai ressenti quand je regardais. C'est ces forces-là et ces émotions-là que j'essaie de faire ressortir. Je ne reproduis pas à l'identique. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, oui. Voilà. Et donc ton engagement dans ton travail par rapport à ces expériences-là et par rapport à ta possibilité d'un imaginaire différent, d'une société différente, comment est-ce que tu regardes la société qui t'entoure aujourd'hui? Je la regarde avec un œil singulier. Je vois ce qui se passe. Je suis quelqu'un qui s'informe beaucoup, je lis beaucoup, je regarde tout. Tu échanges aussi, tu fais part aussi sur Facebook beaucoup? Oui, je me positionne. Parce que je pense qu'il faut, par rapport au conventionnel, me positionner. Toujours dire qu'il y a 1000 façons de faire. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'épouser le modèle qui nous est proposé. Hein? On peut inventer aussi des modèles, on peut créer des modèles. Quelque chose qui marche, c'est-à-dire que on s'enferme quelque part là-dedans parce que ça a marché. Mais nous, qu'est-ce qu'on invente, nous? Les anciens, ils ont inventé telle musique, telle danse, tel rythme. Ils ont eu un créateur, ces éléments culturels. Et pourquoi nous, on ne serait pas capable d'inventer d'autres? Donc tu penses que ça manque un peu de créativité, tout ça? Ça manque de créativité. Ça manque beaucoup de créativité. Il suffit de voir ce qui revient aux surfaces, nos murs et tout ça. Oui. C'est très réaliste en fait. Ça propose rien de neuf. Mais tu parles de... Il suffit de se balader dans la Guadeloupe, dans Pointe-à-Pitre, même devant les centres des arts. On peut voir ce qui se produit. Donc tu parles du street art? Oui, je parle du street art. Et donc tu as le sentiment que ça envahit l'espace visuel? Non, oui, mais c'est pas ce qui est gênant. C'est-à-dire, c'est ce que ça propose. Ça nous propose du déjà là, du statu quo. Ça nous fait pas évoluer. Surtout en période je dirais, de morosité en Guadeloupe, où les gens s'en vont, les jeunes s'en vont, la population vieillit. Qu'est-ce qu'on propose comme spiritualité neuve à cette population qui espère et qui a soif? On lui propose toujours la même chose? La tradition, j'ai rien contre. Mais il faut voir que nous traversons une période pauvre.
Et c'est le rôle des artistes d'enrichir son monde et de le réenchanter. Tu dis que ça te fait penser à la Russie soviétique sous Staline. Oui. Oui, parce donc, que... est-ce que... l'autre jour, je suis tombé sur une phrase de Fanon qui dit que chaque génération, dans une relative opacité, tu en parles aussi un peu, doit découvrir sa mission, la trahir ou la remplir. Ben là, je pense qu'on tombe dans la doxa, là. On est très obéissant. On est trop obéissant. On obéit à l'opinion publique. On veut plaire à l'opinion publique. Donc on trahit. On J'ai l'impression que les artistes... On n'est pas visionnaires. Trahissent plus que remplissent leur mission. Oui. Parce que c'est nous qui sommes au devant. C'est-à-dire l'œil, c'est ça, image imaginaire. C'est notre œil qui perçoit. Mais on perçoit quoi? On perçoit ce qui est déjà là? Ben non, c'est pas être visionnaire, ça. Est-ce que, quelque part, est-ce qu'on pourrait te dire, oui, tu dis ça, mais toi, dans tes peintures, par exemple, nous, on a reçu Stick, tu vois. Il vient de faire, je pense, un portrait de Maryse Condé. Et aussi, il a fait une série d'œuvres sur les femmes qu'il a mis sur l'ensemble de la Guadeloupe, etc. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, naturellement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais toi, ce que tu dis, c'est que tous ces portraits sont un peu des lieux communs. C'est-à-dire que sont des lieux communs. Mais en même temps, est-ce que quelqu'un pourrait te dire, oui, mais toi, finalement, tu fais de la peinture abstraite. Quel est l'impact de ça ? Mais la peinture abstraite, elle n'a pas besoin d'avoir d'impact. C'est-à-dire que, je dirais même pas ça. Je dirais que elle aurait eu l'impact si on lui donnait un lieu d'expression. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, toi, ce que tu dis aussi, c'est que la peinture abstraite, au moins, propose un imaginaire différent, mais que peut-être qu'elle a du mal à se frayer un chemin dans toute cette jungle, d'images. Donc tu quittes la jungle, la vraie jungle, la forêt, pour entrer dans une nouvelle forêt d'images. Oui, mais d'images convenues. C'est ça. Et qui t'empêche d'exister. Oui, en fait. Pas moi seulement, mais je pense que même ça empêche aux artistes qui le produisent d'exister et d'être authentiques. Parce que tu obéis à l'inclinaison. C'est une inclinaison qui a plus de force que nous, peut-être. Un peu comme une sorte de... Oui, parce qu'il faut qu'il mange. De vague à laquelle on ne peut pas résister. Il faut qu'il mange. Comment il s'appelle, Nicolas de Staël, qui disait que la logique, c'est une dent, c'est un chien, il faut qu'il mange. Mais il ramène ça à l'artiste. C'est-à-dire que on tombe dans cette logique, on sent cette logique de l'art mangeoire. Et on va manger à tous les ateliers pour pouvoir exister. Vaut mieux peut-être ne pas exister ou être un pet maudit. Si c'est pour produire du répétitif, faire du neuf avec du répétitif, non. Enfin, pour moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans une sorte de peinture qui finalement reste bourgeoise, pas bourgeoise dans le sens établi, mais dans le sens qui va être comprise et entendue par des personnes qui ont les clés? Parce que dans une certaine mesure, le street art a un impact parce que ça s'adresse à une plus grande partie de la population. Et donc, le pari, c'était de faire en sorte que cette population puisse accéder et naturellement monter. Mais je ne dis pas non. Mais naturellement monter un peu plus haut dans son idée de l'art et de la réalité, en fait, des questionnements sociétaux et philosophiques, etc. Et en réalité, tu te retrouves entre une roche et
et un marteau, quoi. Mais regarde, ce sont toujours les mêmes qui occupent la place, les lieux de parole. Tu parles ici? Oui, Pas vraiment, ça s'est ouvert quand même. ça s'ouvre au fur et à mesure. Parce qu'il y a des volontés. T'en fais partie. Qui donnent la parole un peu à tout le monde. Voilà. Donc, mais s'il n'y avait pas ça, et si cet espace-là n'existait pas, ou Poulard Faire n'existait pas, il y aurait eu quoi? Bon, il y a autre chose. Autre chose, mais qui n'existe pas. Voilà. Donc, enfin, moi, je suis aussi très pratique. Hein. C'est-à-dire que, à un moment, quand on voit son peuple couler, on ne peut pas toujours lui dire, continue et en cabao sakitao. Il faut lui faire découvrir aussi. C'est-à-dire ce qu'on crée, comme les anciens ont pu créer, je veux dire, c'est pas tombé du ciel. Les anciens, ils ont créé ces danses, ils ont créé ces rythmes. Qu'est-ce que nous, on propose à ce peuple qui en a besoin? Et donc tu veux être une voix dans ce sens-là? Voilà. C'est ça. C'est-à-dire de réveil, c'est-à-dire secouer un peu les artistes, c'est-à-dire que c'est pas méchamment que quand je prends une position, c'est pas contre quelqu'un spécialement, c'est pas un procès de personnalité que je fais. C'est-à-dire, je veux secouer le public, c'est-à-dire qu'on se réveille un peu et qu'on on danse pas sur nos acquis. Parce que oui, l'artiste, c'est créer. Et créer, c'est résister à l'entraînement, justement, à l'inclinaison de la majorité. Est-ce que tu penses que le monde de l'art est prêt à entendre ça? Bien sûr, je pense que en libérant, c'est une forme de liberté, c'est proposer une forme de liberté à tous les artistes. Parce que l'artiste, comme je dis, comme je viens de dire, il faut qu'il mange. Donc, s'il fait quelque chose et il voit que personne ne suit et que la gamelle reste vide, il doit exister. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des portraits? Il fait des portraits, il fait des choses qui plaisent. Et donc, jusqu'où le sacrifice doit aller? Est-ce qu'il faut peindre ce qu'on veut jusqu'à vivre de la nature? Non, pas spécialement vivre de la nature, c'est-à-dire avoir une volonté qui tire vers l'avant. Qui tire vers l'avant, c'est-à-dire une politique culturelle déjà, une politique culturelle qui ne te dit pas, moi étant responsable politique, je veux mettre la tradition en avant. Je veux dire, oui, mais ceux qui créent, ils font quoi alors? Ceux qui créent, ils font quoi? Oui, mais dans ce contexte, jusqu'où l'artiste doit aller? L'artiste doit aller jusqu'au sacrifice. Pour moi, oui. Pour moi, l'art, pour moi, c'est... Je suis pas obligé de vivre de mon art. Pour moi, non. Je dois vivre de créativité. Mais en même temps, si l'artiste est tellement éclairé ou a une position tellement radicale qu'au bout du compte, l'artiste n'est plus vu ou n'est plus entendu, mais son œuvre ne sert vraiment à rien. Non, c'est pas vrai. Puisqu'elle n'est pas vue. Comme toi, tu dis que... Ça peut pas exister. Quand on parle de la peinture abstraite, tu dis oui, mais qu'elle pourrait jouer son rôle si elle avait plus d'espace de visibilité. Mais si l'artiste, lui, il est trop... En tant que personne, tu vois, est trop obscur, voilà, il faut un petit peu des deux, non? Je vais prendre un exemple. Je prends l'exemple, par exemple, de ce jeune Rimbaud qui écrit des poèmes et qui est fulgurant. Mais qui l'a reconnu? Rimbaud, il a fui.
Il a fui en Afrique. Et tu penses que tous les artistes doivent être capables de prendre ce genre de risque? Parce que c'est un risque. C'est pas parce que tu n'es pas connu de ton vivant que tu le seras après. Tu peux être pas connu de ton vivant et pas connu du tout, et t'as servi à rien. Mais il faut... Non, c'est-à-dire comme modèle. Comme modèle, tu peux être un modèle pour quelqu'un. Tu peux être quelqu'un peut se dire, mais ce type, regarde ça. Ça n'existe pas dans ce monde actuellement où on peut faire le tour du globe. Hein. Il n'y a plus de lieux inconnus sur la Terre. Hein. Que dire qu'un artiste, surtout avec le numérique, il va rester inconnu. C'est pas possible, ça. Je veux dire, mes œuvres ont été divisées et diffusées. J'ai des collectionneurs, j'ai des grands collectionneurs, parce que je suis pas arrivé peintre ici en Guadeloupe. Hein, j'ai fait beaucoup d'expositions à Paris, donc j'avais un contrat d'exclusivité avec une galerie. Donc, tu dis plutôt de dessin, tu dis? Non, de peinture, de vraie peinture, hein, des toiles qui font 3 mètres, 2 mètres 60, voilà quoi. C'est vraiment je parle, Kind of Blue par exemple, c'est une de mes des masterpieces qui fait 2 mètres 60 par 2 mètres. Donc il y en a plein. Time, je me souviens, il y en a plein en fait. Il faut aller sur mon site spécialement Overgold, qui a plus de, D'accord. plus de 10 ans. Donc en fait, tu fais beaucoup de dessins, tu commences à peindre, et après tu rentres en Guadeloupe, tu arrêtes pendant un moment et tu recommences. Voilà. D'accord. All right. Eh ben super. Merci d'être venu. C'est moi qui. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce que tu es en train de peindre maintenant? Alors là, je peins justement la forme que tu as montrée, la dernière forme que tu as montrée, c'est une façon, enfin pour moi, de symboliser l'âme. C'est-à-dire l'individu a une âme qui lui appartient. Pas l'éclair, la forme aux 5 protubérances, comme tu dis. Oui. Ça, c'est l'éclair, celle qui était la précédente. Et cette forme-là, c'est l'âme. Par exemple, tu avais mis le masque, là, riant. C'est une façon de dire que je ne crois pas à la mort. Je suis en train de rire. C'est une tête, en fait. C'est un crâne, en fait, quand on regarde, qui rit. Hein. Mais ce crâne, ça veut dire, c'est la vanité, c'est la mort, en fait. Oui. Pourquoi ils ont les yeux bleus? Il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus parce que. Mais c'est pas récurrent chez toi. C'est pas quelque chose que tu fais régulièrement. Parce que c'est une toile. Non, en fait c'est un dialogue avec l'imaginaire religieux. Hein. C'est-à-dire que le céleste, le bleu, ça peut représenter la dimension éthère. Oui, mais ça a aussi une connotation ethnique. Ça veut rien dire. Des blacks casiers bleus, il y en a plein. Je veux dire, l'homme de cheddar. Non, mais sur le plan général, quoi, je veux dire. Tu vois quelqu'un qui a des yeux bleus, tout de suite, tu sais qui c'est. Oui, mais ça c'est dû à l'environnement, parce que l'environnement, pour résister au reflet sur la neige, voilà quoi. Mais ça c'est. Ça n'a rien d'anthologique, je veux dire. Est-ce que tu penses est-ce que c'est possible que ça ait quelque chose d'anthropologique sans que tu le saches? Non. Est-ce que tes tableaux peuvent t'avoir joué un mauvais tour? Non, du tout. Quelque chose que tu voulais pas. Du tout. Parce que ça, c'est nous qui mettons les choses dans des cages et dans des cases et dans des cages. Mais enfin, parfois un canard, c'est un canard. Je veux dire, même si tu non, veux pas, je veux dire, les yeux bleus, c'est pas parce que c'est les leucodermes qui ont en général les yeux bleus. Ça veut dire que les noirs n'en ont pas. Non, mais en même temps, comme par exemple là, tu fais une vanité, c'est-à-dire que il n'y a pas d'autre indication que ses yeux. Les yeux, ils auraient pu être marrons, ils auraient pu être verts. Là, tu les as fait bleus. Non, parce que je parle d'âme. Donc je parle de dimension métaphysique. Jésus, peut-être. Non, pas Jésus. Dimension métaphysique, elle se situe. S'il faut situer les choses, mais ça c'est des images. On le situe dans le ciel. Mais c'est quoi le ciel? Le ciel, il est partout, le ciel. Hein, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Voilà. Donc par rapport à ça,
Ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas en la mort quand ce crâne qui sourit. C'est-à-dire que nous sommes énergie avant tout. L'énergie. Il y a une défiance aussi de la mort. Parce que tu dis que tu crois pas à la mort, mais il y a une sorte de défiance, puisque cette main que tu mets partout, c'est ta main. Non, c'est la main de l'homme. C'est aussi ma main. Je suis un être humain, je fais partie de l'espèce. C'est ta main, et pour moi, c'est cette façon de vouloir mettre ta main sur tout, ton empreinte, être sûr qu'on sache que tu es là ou que tu étais là. Mais bien sûr. Et en même temps, tu présentes cette vanité qui défie la mort. Donc, en réalité, c'est cette espèce de volonté qui est plus forte, qui est présente chez tous les hommes, mais plus forte chez les artistes. La vie, oui. De vouloir laisser des traces et exister par-delà. Oui, c'est comme disait l'autre, c'est un lâcher de vie. C'est vraiment, l'artiste, c'est celui qui déploie une vie, une vitalité incroyable. Parce qu'il est habité par la vie. Enfin, moi, je ne crois pas en la mort. Je veux dire, ce sont des cycles. L'énergie se transforme. Nous sommes faits de carbone, de molécules, et de cellules, et de plein de choses. Mais ces choses-là, elles ne disparaissent pas, elles se transforment. Elles vieillissent, on arrive à la mort, et puis... Mais elles vont où? Merci d'insister, de vouloir qu'on propose un nouvel imaginaire. C'est ça en fait. Voilà. Merci. I see you next time. Au revoir.